Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans votre journal. Je suis heureuse de vous retrouver en ce dimanche 26 octobre. Voici les titres que nous développerons. Le Tour d'Espagne partira de Monaco en août prochain. Au lendemain de la présentation officielle des parcours des 2 premiers jours de la Vuelta, nous vous emmènerons sur le tracé de l'épreuve du contre-la-montre. Nous recevrons une légende de l'athlétisme français. Marie-Josée Pérec nous a accordé une interview en marge de sa venue au Sportel Monaco. De la musique pour continuer avec le dernier concert de la voûte placé sous le signe de l'Oktoberfest et celui donné en l'honneur du 25e anniversaire de l'association des Amis de l'Orchestre. Enfin, en ces vacances scolaires, un film d'animation est proposé au Théâtre des Variétés. Entretien à suivre avec le directeur de l'Institut audiovisuel, Vincent Vintrican. Vous le savez, Monaco s'apprête à vivre au rythme du cyclisme en 2026. Le grand départ de la Vuelta sera donné samedi 22 août sur la place du Casino avec un contre-la-montre individuel dans les rues de la Principauté. Une reconnaissance du tracé de cette première épreuve du Tour d'Espagne a eu lieu ce matin autour du Prince Albert II. Émilie Rousseau, vous vous êtes remise en selle pour l'occasion. Oui, on va pas se mentir, le passage à l'heure d'hiver a été bénéfique parce qu'il fallait se lever tôt. Ce matin, rendez-vous était donné à 7h30 sur la place du Casino pour cette reconnaissance du contre-la-montre inaugurale de la Vuelta 2026 qui partira donc de Monaco. Cette reconnaissance est faite en présence du Prince Albert II et de nombreux coureurs cyclistes que nous avons également accompagnés en monabike. 9,6 km nous attendent pour découvrir ce tracé entièrement dessiné dans les rues de la Principauté. Et c'est donc la place du Casino qui sera le point de départ de cette Vuelta 2026. Le 22 août prochain, plus de 180 coureurs cyclistes s'élanceront tour à tour pour un contre-la-montre individuel. Le parcours est très beau, ça passe par tous les quartiers de Monaco. Monaco sera mis en avant à l'international et c'est fabuleux. Il y aura des images fabuleuses. Le parcours, du point de vue sportif, il est un petit peu technique sur quelques passages, surtout au niveau des descentes. Pour les montées, je ne me fais pas trop de soucis. Surtout dans les descentes, il y a quelques passages techniques. Ce qu'il faut savoir, c'est que les vélos de chrono, c'est des vélos qui sont moins maniables qu'un vélo normal. Donc c'est à ce niveau-là qu'il faudra faire attention. Et sans quoi c'est un parcours qui sera très très rapide. On va avoir des moyennes très élevées, je pense. Le Prince Albert II n'a pas manqué l'opportunité de découvrir ce tracé qui a été dévoilé hier, à 300 jours de l'événement. C'est aux côtés du directeur général du Tour d'Espagne, Javier Guillen, et de coureurs cyclistes professionnels qu'il a emprunté le parcours de cette future première étape de la Vuelta. Direction le quartier des Moulins, un passage sous la Tour Odéon pour regagner le fameux virage du Fairmont bien connu des pilotes de Formule 1. Pour Nicolas Vinokourov, formé à l'Union cycliste de Monaco et désormais coureur chez XDS Astana, ce tracé est aussi prestigieux que piégeux. Ouais, c'est un contre-la-montre très technique, assez court. Ça va être spécial, surtout que c'est 100% dans le territoire monégasque. Donc c'est une première dans l'histoire et moi qui ai grandi ici toute mon enfance, ça va être spécial de démarrer cette Vuelta. Quelques coups de pédale permettront aux coureurs de prendre de la vitesse du côté du Port Hercule en longeant la piscine avant de changer de quartier, longer la roseraie Princesse Grace pour traverser le chapiteau du Festival international du cirque de Monte-Carlo. Un passage devant le Stade Louis II et un dernier effort sur le boulevard Albert Ier scelleront le chrono de ce contre-la-montre de la Vuelta. Une arrivée prévue sur la ligne du Grand Prix de Formule 1. Pour les chanceux qui ont pu participer à cette reconnaissance ce matin, le spectacle sera garanti. Je pense que ça va être un très beau parcours pour nous les coureurs et pour les spectateurs aussi. Ça va être très technique, évidemment, avec les parcours à Monaco sont sinueux. Pour les spectateurs, je pense qu'il va y avoir des points de vue assez impressionnants qui vont permettre de découvrir la principauté sur tous ces aspects. Ce grand départ de la Vuelta à Monaco rappellera sûrement le grand départ du Tour de France en 2009. Et pour les plus anciens, le grand départ du Giro en 1966. Rendez-vous le 22 août 2026 pour assister à cette belle fête du sport. Et le 23, le lendemain, les coureurs s'élanceront depuis le Jardin Exotique, direction la France, après un départ fictif place du Palais Princier. À savoir que le parcours dans son intégralité sera dévoilé le 17 décembre.
En football, première victoire pour le nouveau coach Sébastien Pocognoli avec l'AS Monaco FC. Après 2 matchs nuls à Angers et contre Tottenham, les Monégasques se sont imposés 1-0 hier soir face à Toulouse à l'occasion de la 9e journée de Ligue 1. L'ASM FC a fait la différence dès la 3e minute grâce à un but de son défenseur Mohamed Salissou. Écoutez les réactions d'après-match au micro de Frédéric Elion et Julien Laugier. C'était un match très difficile. On n'a pas fait le match parfait. Mais voilà, dans l'envie, dans ce qu'il faut donner pour pouvoir obtenir les 3 points, je pense que l'équipe a été présente sur ça. S'est battu jusqu'à la fin. C'était pas facile parce que voilà, on a eu un match contre Tottenham qui a été un match difficile aussi. Et je pense qu'aujourd'hui, voilà, il faut retenir les 3 points. On prend ce but très tôt dans le match qui nous met en difficulté, mais après on n'a pas baissé les armes, on a continué à rester. Après le match est un peu haché avec des fautes, beaucoup de choses de ce genre-là. Donc au final, on ressort avec 1-0, c'est difficile. Mais bon, ça va nous servir de leçon et puis on va construire avec cette défaite, malheureusement, pour fortifier encore notre caractère pour aller chercher des points dans la saison. It's a bit difficult because I didn't play much. I think since February it's a bit difficult mentally, but I think we have just one way. You don't have to give up, and football, everything change so quick. So I try to focus on in training, even if I don't play, make the things right, and I know my time will come. Yeah. Les Rouges et Blancs ont désormais rendez-vous à Nantes mercredi, coup d'envoi de la rencontre à 21h05. C'était l'événement dimanche dernier et jusqu'à mardi, le Sportel, ce rassemblement international au cours duquel les meilleures séquences sportives de l'année écoulée sont récompensées, a réuni de nombreux champions olympiques et célébrités sportives. Parmi elles, Marie-Josée Pérec, la triple championne olympique d'athlétisme, s'est prêtée au jeu des selfies et dédicaces de son livre Ma vie olympique. Fabien Bonilla a eu la chance de la rencontrer. Regardez. Marie-Josée Pérec, bonsoir. Bonsoir. Vous allez recevoir à 20h le prix de l'autobiographie 2025 au Sportel. Qu'est-ce que ça représente pour vous, ce prix ? Alors pour moi, c'est vraiment un honneur, c'est une fierté. Je ne pensais pas du tout que ce livre pouvait remporter un tel prix. Ouais. Vous n'aviez pas confiance en vous ? Non, mais moi je me disais, bon, ça me faisait du bien d'écrire en fait cette biographie, de raconter un peu une partie de ma vie. Alors moi, en fait, je l'ai plutôt fait dans le but de transmettre en fait aux jeunes qui arrivent. C'est rendre possible l'impossible en fait. C'est ça, de dire que voilà, on peut partir d'une petite île, on peut avoir démarré très tard ce sport et en fait avoir une carrière comme celle-là, de raconter les beaux moments, mais aussi les moments très difficiles. Je crois que l'un ne va pas sans l'autre. Bien sûr. C'est ce qui nous construit d'ailleurs. C'est ça, c'est ça. Et donc, mais je ne pensais pas du tout recevoir un prix. Enfin, ça me touche beaucoup. Je suis très fière. Ouais. Vous pouvez l'être, oui. Ouais, je suis vraiment très très fière. C'est vraiment une très belle consécration. Ouais. Et justement, dans votre livre, Ma vie olympique, quels sont les moments phares que vous racontez? Quels sont les meilleurs souvenirs que vous racontez à l'intérieur de ce livre? Une compétition que vous n'oublierez par exemple jamais, par exemple. Qu'est-ce qu'il y a dans ce livre, dans les bons moments? Il y a les belles victoires, il y a aussi les moments difficiles comme Sydney, comment on se remet, il y a comment j'ai démarré. Parce que je viens de loin, je me suis arrêtée, je suis repartie. En fait, j'explique vraiment les moments où vraiment les choses ont basculé et qui a fait que je suis revenue plus forte. Et voilà, non mais c'est assez difficile, mais... On y arrive. Vous êtes triple championne olympique. Est-ce que c'est une de ces 3 courses que vous retenez? S'il y avait une course à retenir, ce serait une de celles-là, ce serait une autre qui n'a rien à voir. Qu'est-ce que le moment de votre carrière, la course de votre carrière, ce serait laquelle? Moi, je dis toujours que la course de ma carrière, c'est sûrement ce 200 à Atlanta.
parce que en fait gagner les Jeux sur sa distance de prédilection, c'est déjà quelque chose de très dur à réaliser. Mais de gagner les Jeux sur une épreuve qui n'est pas la vôtre, c'est vraiment incroyable. Donc c'est celle-là pour moi qui est la plus belle. D'ailleurs, c'est une course techniquement, je la trouve merveilleuse. Moi, j'ai vraiment le sentiment à ce moment-là de m'envoler sur les derniers mètres. Donc, ouais, je dirais le 200 mètres d'Atlanta. Et c'est amusant parce que j'avais Muriel Urtis en invité tout à l'heure, que l'on retrouvera dans une émission dans quelques jours. Et elle m'a dit qu'elle avait commencé l'athlétisme par rapport à Atlanta et votre course. Je ne sais pas si elle vous l'avait raconté, je vous ai vu discuter toutes les deux. Elle vous l'a jamais dit? Non. Ben voilà. Donc on parle des moments incroyables. Il y a bien sûr l'allumage de la vasque pour les JO. Ça aussi, c'est dans le livre. Et ça aussi, c'est un moment, j'imagine, qu'on n'oublie pas. Mais c'est un moment, pour moi, c'est une belle reconnaissance. Parce que moi, je dirais que ça a été quand même dur, l'arrêt de ma carrière avec Sydney. J'ai mis beaucoup de temps, en fait, à me reconstruire. Mais c'est vrai que d'avoir cet honneur d'allumer la vasque chez nous à Paris, c'était vraiment quelque chose de... Et vous l'avez découvert en plus au dernier d'extraordinaire, et je l'ai découvert le matin. Et puis c'est aussi... personnellement, vraiment, c'est ça, c'est une belle reconnaissance, mais je trouvais que ça prenait en fait une dimension encore plus grande de voir deux Guadeloupéens en fait allumer la vasque. Pour moi, c'était vraiment un très beau message envoyé au monde entier, un message d'unité, de fraternité. Puisque quelques semaines avant, il y avait eu les législatives, on avait vraiment le sentiment que la France, elle était plus unie. Et là, ça montrait que finalement, non, notre pays, il est beau. C'est ce que j'allais dire, c'était beau. Et il avait envie, en tout cas, on avait envie d'envoyer ce genre de message au monde. Voilà. Il y a donc le Sportel à Monaco, il y a aussi bien sûr Hercules. Vous avez gagné à Hercules. Qu'est-ce que vous gardez comme souvenir ou comme regard sur la Principauté ? Alors pour moi, c'est un lieu où je venais à m'entraîner. Donc durant ma période américaine, on avait notre base d'entraînement ici. On restait 1 mois. Et puis c'est l'époque où le prince, il était aussi un athlète. Donc il venait s'entraîner avec nous. Génial. On adorait, on partageait vraiment ce moment sportif en fait avec lui. Et puis il y avait aussi le meeting. Et moi j'adorais parce que il y avait une ambiance, il se passait quelque chose. En tout cas pour moi c'est de très très beaux souvenirs. Et dernière question avant de se quitter, est-ce qu'aujourd'hui actuellement vous êtes une femme heureuse ? Je suis très heureuse. Ça se voit. Merci beaucoup. Merci d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous. Les diamants sont, paraît-il, les meilleurs amis d'une femme. Les femmes étaient alors bien entourées hier au Grand Prix de la haute joaillerie. La toute première édition s'est tenue au Sporting Monte-Carlo, joyau événementiel de la SBM qui a cofondé l'événement. Un concours qui a rassemblé les pièces d'exception d'une douzaine de marques comme Bulgari, Boucheron ou encore Chopard. 8 prix ont été décernés au cours de cette soirée à laquelle a notamment participé l'actrice Isabelle Huppert, invitée d'honneur que vous apercevez sur ces images. C'est la maison Chanel qui a décroché le premier prix, celui de la pièce de l'année. Direction à présent le Méridien Beach Plaza. Mardi, la Jeune Chambre économique y a clôturé son cycle de petits déjeuners conférences. Le thème de ce dernier rendez-vous matinal est l'intégration des nouveaux résidents monégasques. Yannick Debever et Alexandra Paolini n'en ont pas perdu une miette. Après la cybersécurité, le droit des sociétés et l'économie monégasque, la Jeune Chambre économique s'est concentrée ce mardi matin sur l'intégration des nouveaux résidents en principauté. Le thème de ce 4e petit déjeuner conférence était introduit par le directeur de la Sûreté publique, Eric Arella, avant d'être développé par les représentants de la police administrative et de la cellule attractivité.
L'intégration, c'est la confiance réciproque entre nos résidents, le gouvernement, les institutions, au bénéfice de la principauté de Monaco. Parmi les piliers de l'intégration, on parle toujours de la sécurité et bien évidemment c'est véritablement le pilier central de cette intégration, mais ça va bien au-delà parce que la sécurité ce n'est pas seulement la sécurité physique des biens et des personnes, c'est aussi la sécurité de nos institutions, la stabilité de notre pays. Obtenir sa carte de séjour est un processus administratif exigeant pour les nouveaux arrivants. Ce qui permet à Monaco d'être attractif, c'est la limpidité et la personnalisation de l'accompagnement de chaque démarche. En d'autres termes, faire de l'intégration résidentielle et professionnelle un continuum fluide, à l'image de ce que Monaco incarne. Un pays où tout est possible, mais où rien n'est laissé au hasard. Ce dernier petit déjeuner conférence de l'année était un succès pour la jeune chambre économique. Une centaine de participants est venue pour s'informer et potentiellement développer son réseau, avec parmi eux le ministre des Affaires sociales et de la Santé, Christophe Robineau. Les mélomanes sont toujours aussi nombreux au concert de la voûte. Le dernier en date avait pour thème l'Oktoberfest, la célèbre fête de la bière populaire en Allemagne. Il avait lieu hier soir à l'église réformée et a permis de découvrir un duo de deux grands amis violonistes, David Lefebvre et Nicolas Delclos. Retour en images sur cette soirée placée sous le signe de la convivialité avec Théo Schumer et Hugo Comasa. Les concerts de la voûte célèbrent la musique de chambre sous l'acoustique idéale des voûtes de l'église réformée de Monaco, mais célèbrent également les fêtes populaires comme celle de la bière, l'Oktoberfest, une manière de conjuguer la musique à l'esprit festif de cet événement. Nous avons trouvé intéressant de réunir des gens ce soir sous la coupe, sous l'égide, sous la pinte, bon entendu après le concert, hein, pas avant, pourquoi pas de l'Oktoberfest et puis de la joie que ça apporte aux gens. Je pense que c'est un moyen de dire aux gens venez, on va vous faire de la musique de grande qualité et puis après le concert, on peut partager un moment convivial autour de l'Oktoberfest justement. Et cette musique est effectivement de qualité. Le duo David Lefebvre et Nicolas Delclos interprète d'abord la sonate pour deux violons opus 3 du compositeur et violoniste lyonnais Jean-Marie Leclerc, Lyon, où s'illustre parfaitement l'esprit de convivialité que cherche à transmettre l'harmonie des cordes. La deuxième partie du concert, la plus longue, en 3 mouvements, met à l'honneur cette fois la sonate pour deux violons opus 27, composée par le violoniste belge Eugène Ysaÿe, et c'est la pianiste Catherine Nikitine qui en parle le mieux. C'est assez émouvant parce que le père d'Ysaÿe lui-même était violoniste également. Ysaÿe était un immense violoniste et Eugène Ysaÿe a composé cette sonate pour deux violons peu avant sa propre mort. Son père était déjà disparu depuis longtemps et on peut se demander s'il rêvait de jouer cette pièce avec son père un jour sous d'autres cieux. Enfin, la dernière partie est consacrée au compositeur russe Dmitri Shostakovich, 5 pièces au total, transcrites pour deux violons avec le piano. Là, ce sont des pièces très joyeuses qui sont extraites de musique de scène, de musique de film, de ballet. Et Shostakovich est quelqu'un qui a toujours fédéré ses amis et ses élèves autour de lui. C'est vraiment le musicien généreux et cordial par excellence. Après le concert, place à la dégustation et au mets aux couleurs de l'Allemagne, mais toujours bien ancré à Monaco. En effet, c'est la marque locale Monte Carlo Beer qui a apporté sa blonde originale. Un moment de partage et d'amitié entre les musiciens et les spectateurs qui marque vraiment l'esprit de cet énième concert de la voûte. Et notez que le prochain concert de la voûte aura lieu le 25 novembre sur le thème cette fois-ci de la harpe féerique, toujours à l'église réformée. En parlant de rendez-vous musical, celui donné à l'occasion des 25 ans de l'association des Amis de l'Orchestre de Monte-Carlo a fait vibrer le cœur du public à l'unisson dimanche dernier. Accompagné de l'orchestre, le violoniste Maxime Vengerov était au sommet de sa forme ce soir-là et a parcouru triomphalement plusieurs œuvres de Tchaïkovski dans la salle des Princes du Grimaldi Forum. Comble pour l'occasion, José Sacré, Hugo Comasa et Paul Gougassion.
Salle des Princes du Grimaldi Forum, dimanche 19 octobre, en présence de son Altesse Sérénissime le Prince Souverain et de nombreuses personnalités, concert exceptionnel de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, sous la direction de Laurence Foster. Avec au programme 3 œuvres de Tchaïkovski, ce concert était donné à l'occasion du 25e anniversaire de l'Association des Amis de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, créée et présidée par Smada Reisenberg. Toutes les autres institutions culturelles étaient soutenues par une association en principauté, excepté l'orchestre. Eh bien, je me suis lancée là-dedans. On ne sait jamais quand on commence, comment ça va se développer, quelle ampleur ça va prendre. Et nous voilà, 25 ans plus tard, l'association ne fait que grandir. Elle existe toujours grâce à cette confiance mutuelle qu'il y a entre nous, les membres, les musiciens, le public. Mais nous souhaitons qu'elle grandisse davantage. Depuis 25 ans, l'Association des Amis de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo accompagne la formation monégasque dans ses grands projets, lors de tournées à l'étranger par exemple, mais aussi de concerts exceptionnels, et organise des conférences, mais pas seulement. Les concerts jeunes publics, ça nous tient énormément à cœur. Cette nouvelle génération qui se baigne dans le virtuel et de les approcher de ce trésor qui est la musique classique. Soliste du concerto pour violon et orchestre numéro 1 de Tchaïkovski, le prodigieux violoniste Maxime Vengerov. J'ai été demandé par mon très cher ami Smadar Eisenberg, le fundraiser pour Monte Carlo Philharmonic, pour faire cette grande gala pour Monte Carlo. Et je ne peux pas dire non. Je joue cette concerto depuis l'âge 13. Alors, pour moi, c'est un morceau toujours un répertoire, mais je n'ai pas joué cette concerto maintenant pour 10 ans, et je repris maintenant pour jouer. L'automne, la saison où il fait bon se retrouver dans les salles obscures. Cela tombe bien, le cycle de films d'auteur et de films restaurés baptisé Tout l'art du cinéma a repris en octobre pour le plus grand bonheur des amoureux du 7e art. Mardi prochain, un film d'animation sera à l'affiche du Théâtre des Variétés. Le directeur de l'Institut audiovisuel, Vincent Vintrican, nous en dit plus dans cet entretien mené par Fabien Bonilla. Vincent Vintrican, bonsoir. Bonsoir Fabien. C'est d'un film d'animation dont on va parler aujourd'hui, Mémoire d'un escargot. C'est un film australien, c'est assez récent, c'est même très récent, il est de 2024. Qu'est-ce que vous avez envie de dire sur ce film ? Que carte blanche. Carte blanche. Que c'est l'œuvre d'un cinéaste exceptionnel qui s'appelle Adam Elliott. Mais qui se fait rare. Qui se fait très rare. Cinéaste d'animation. Qui est sans doute le cinéaste le plus primé dans le monde de l'animation ces dernières années. Oscar à Hollywood, Cristal au Festival d'Annecy à chaque fois qu'il présente un film. Mais effectivement, qui se fait rare parce que dans le monde de l'animation, produire et réaliser des films comme il les réalise, c'est-à-dire en stop motion, c'est-à-dire image par image. C'est de la pâte à modeler en fait. C'est de la pâte à modeler et donc chaque image, il faut changer la forme de la pâte à modeler. Ça prend beaucoup de temps. Son précédent long métrage, Marie et Max, remontait à 2009 et là, ce film date de 2024. Donc c'est dire 15 ans d'intervalle, 15 ans d'intervalle, même si un film, bon, il accompagne pendant plusieurs années, mais voilà,
On ne fait pas les festivals pendant 15 ans, quoi. Voilà, donc là, je pense quasiment 10 ans pour réaliser ce film. Mais c'est une merveille. Justement, l'histoire ? Alors, l'histoire, c'est l'histoire d'une jeune femme délaissée, cabossée par la vie, qui va raconter sa vie à sa petite colonie de gastéropodes, puisqu'elle s'est entichée d'une colonie d'escargots, D'où le titre, qui représente ses plus fidèles compagnons. Donc évidemment, escargot, qui dit escargot dit solitude, carapace, et c'est effectivement quelqu'un qui est un peu autiste, qui a du mal à s'exprimer, qui est très introverti et qui là va raconter tous les affres qu'elle a connus dans sa vie. Dont la séparation avec Gilbert, son frère, qui l'a traumatisé. Alors, quand on a raconté ces quelques lignes de scénario, autant dire que c'est pas un film c'est pas Winnie l'ourson. Oui, c'est pas joyeux. C'est pas joyeux, ça ne s'adresse pas. C'est sombre, mais c'est très poétique à la fois. Oui, alors c'est sombre, certes. Visuellement même. Hein. Visuellement, il y a un choix de colorimétrie dans les ocres, dans les gris, dans les sépias. C'est en effet un monde très gris, peuplé de créatures étranges, etc. J'ajoute une petite chose pour finir, Fabien, c'est que le film sera accompagné par Jean-Paul Commun, qui est un spécialiste du cinéma d'animation et qui a réalisé pour cette occasion, pour cette projection, un entretien avec le réalisateur qui n'a pas pu se déplacer depuis l'Australie, mais qui a joué le jeu d'un entretien filmé, et le public apprendra plein de choses sur le travail d'Adam Elliott. Très bien, allons voir donc Mémoire d'un escargot. Merci Vincent. Merci Fabien. Dad used to say that childhood was like being drunk. Everyone remembers what you did, except you. Cette édition est maintenant terminée, merci de l'avoir suivie. Dans un instant, les prévisions météo de Théo Schumer pour ce début de semaine. Et c'est Patricia Navarro que vous retrouverez à la présentation de votre 19h demain. Et puis ne manquez pas à la sortie d'un nouveau podcast. Ce lundi, il sera question d'art. Geneviève Berti a reçu la talentueuse Olivia Cognier. L'artiste expose actuellement ses œuvres au sein d'une galerie éphémère installée au cœur de Mare Terra. Belle soirée et à très vite sur Monaco Info. Retrouvez la météo avec Suisse Courtage, votre partenaire de confiance en assurance à Monaco. Protection sur mesure pour particuliers et professionnels. Bonsoir à tous, on récupère un poil de soleil ce lundi, mais pas trop non plus. C'est un ciel un peu voilé qui vous attend demain, matin, midi et soir. Mais je vous rassure, le temps sera un peu plus clément dès le lendemain. Pour ce qui est des températures, attendez 17 degrés en moyenne pour la matinée et jusqu'à 19 degrés l'après-midi. Ce sera également la température de la Méditerranée. Allez, demain, nous fêterons les Emmelines et puis ce sera la journée mondiale du patrimoine audiovisuel. Une bonne occasion de saluer le travail remarquable de l'Institut audiovisuel de Monaco dans ce domaine. Excellente soirée sur Monaco Info et bon début de semaine. C'était la météo avec Suisse Courtage, votre partenaire de confiance en assurance à Monaco. Protection sur mesure pour particuliers et professionnels.